Voilà. Alors, bonjour à tous et à toutes. Je ne sais pas s'il y a des hommes ici. Oui, il y en a à côté de moi. D'accord. Ah, il se cache. Ok. Peut-être Lorraine, peut-être qu'on va se présenter et Ludivine aussi. Ouais. Oui. Alors moi, j'ai rien préparé. Ça va être un peu, voilà, ressenti. Voilà. Donc il y a quelques mois, on s'est recontacté donc avec Caroline et par la suite à un post que tu avais fait au sujet du trauma. Et donc voilà, je voulais en savoir plus et à ce moment-là, tu m'as dit que tu avais envie aussi de proposer cette formation à plus de personnes. Et voilà, donc voilà, ça a commencé comme ça. Ok. Et donc voilà, par la suite, on a commencé, ça a pris forme et petit à petit, voilà, donc il y a eu Ludivine aussi. Voilà. Merci Lorraine. Et toi Ludivine? Alors, c'est qu'est-ce qui? que je peux dire? Je suis qui? Sans définition. Je suis sans définition. Ah là là. Alors du coup, je suis Ludivine. Je suis psychologue, donc des traumas, j'en vois très souvent. Et donc, quand Caro m'a proposé de m'associer à elle pour cette formation, ça m'a vraiment enchantée, emballée, enthousiasmée. Et voilà, je me réjouis vraiment de participer à ces deux grands moments. Parce que justement, moi, je me suis aperçue dans mon boulot que, en fait, les gens qui ont vécu des traumas, il y en a beaucoup plus que ce qu'on pense. Et le fait de passer déjà par simplement la reconnaissance qu'il y a eu un trauma, qui parfois peut être extrêmement léger et donc pas du tout, voilà, ça peut ne pas être quelque chose de hyper dramatique aux yeux de tout le monde et simplement un truc, mais qui en tout cas est perçu par par le corps, par vécu comme un trauma. Et simplement passer par cette reconnaissance, je trouve que c'est déjà très, très porteur. Et puis alors de voir ce qu'on en fait après, évidemment, c'est encore mieux. Voilà. Ok, cool. Vous avez des questions, je peux y répondre, mais là comme ça, Oui, me moi j'en ai présenter une. à froid. C'est Ludivine, qui parle? c'est Stéphanie. Oui. Je voulais, quand tu dis se rendre compte, c'est simplement identifier qu'on a un problème, Identifier, oui, voilà. identifier le problème. Oui. D'accord. Identifier que ça peut être que quelque chose qui peut finalement paraître anodin est quand même un trauma. Qui fait partie du Oui, quotidien. oui, Oui. oui, oui. Ok. Ok. Et qui, tant qu'il n'est pas identifié, reste limitant et coinçant pour la personne, quoi. D'accord. Voilà. Merci. Bon. Tu rentres déjà dans le. Oh, super. Moi, j'étais juste dans les présentations, tu vois. Direct, le niveau. Voilà, donc sinon, augmente. je suis psy, je travaille depuis 19 ans dans un service de santé mentale où je rencontre des gens qui, pour la plupart, sont assez défavorisés et donc qui, là, voilà, ont vécu souvent beaucoup de traumas. Et puis, j'ai un privé depuis presque 4 ans avec une population tout à fait différente et donc c'est très gai de passer de l'un à l'autre. Voilà. Sinon, je ne sais pas ce que je peux dire de plus. Tu as dit ce que tu avais C'est envie. cool déjà. Ouais. Ok, super. Donc voilà, Ludivine et Lorraine, elles vont aider à construire, L'organisation. Ouais. à organiser et à construire la structure des formations dont on va vous parler aujourd'hui. Donc moi, je m'appelle Caroline Devos, je suis psychologue. Je fais le métier de psychologue et donc ça fait longtemps, depuis que j'ai commencé en fait, que le monde du trauma, c'est un peu mon champ d'action. Je suis d'abord partie, quand j'ai fini mes études, je suis partie au Québec 1 an dans un centre de thérapie des abus sexuels,
où là, on voyait, c'était super intéressant, on travaillait avec des abuseurs sexuels, des victimes, le partenaire, et on faisait du groupe. Et donc, moi, à ce moment-là, je devais, comme stagiaire, je devais écouter tout ce que les abuseurs disaient en termes de pensée limitantes qu'ils utilisaient pour passer à l'acte, et on devait décortiquer tout ça. Enfin, c'était vraiment une école, un apprentissage vraiment génial. Et ça m'a servi après quand je suis revenue ici en Belgique, où j'ai travaillé 5 ans avec Parole d'enfant. Je ne sais pas, il y en a peut-être qui connaissent dans les personnes qui participent au call de ce soir. Et Parole d'enfant, en fait, ils travaillent aussi beaucoup dans la maltraitance en termes de formation. Il y a un congrès à Paris pour le moment qui a lieu. Donc voilà, pendant 5 ans. Et puis alors après, j'ai travaillé dans un service d'aide aux victimes et auteurs, où là, je travaillais en prison j'aidais le lien entre les parents et les enfants. Et je travaillais essentiellement avec les enfants et les familles dans le cadre de violences conjugales. Donc voilà, c'est un peu ma spécialité, je dirais. Je ne sais pas si on peut dire ça, et c'est un thème qui me touche et que j'adore, parce que je rencontre beaucoup de gens hyper courageux, en fait, parce qu'être avec des symptômes de stress post-trauma, c'est vraiment pas, c'est pas confortable. Et comme tu disais, Ludivine, souvent, souvent, il y a beaucoup de gens qui n'identifient pas, qui sont dans des symptômes de stress post-traumatique. Alors, ils n'identifient pas pour plein de raisons, parce que parfois, ils ne se souviennent même pas de cet événement traumatique-là, ou de ces événements traumatiques-là, parce qu'il n'y en a pas toujours qu'un, ou alors ils ne font pas le lien. Mais il y a beaucoup de gens, par exemple, je lisais des études, il y a 75% des gens qui consultent des médecins pour tout ce qui concerne l'anxiété, du stress chronique. Je ne parle pas juste du petit stress, mais vraiment des symptômes plus massifs, ou qui ont des attaques de panique, des problèmes physiques, etc. Et il y en a quand même pas mal qui sont en lien, c'est des symptômes qui sont en lien avec un trauma vécu dans le passé. Et voilà, il y a aussi, c'est vraiment un thème dont à la fois on en parle beaucoup, et en même temps on en parle d'une façon très connotée, très fataliste, très définitive. Et c'est aussi par rapport à ça que moi je voulais faire ce call et faire les formations, pour vraiment à la fois donner aux gens l'information et l'espoir que ça peut changer, c'est pas du tout définitif, et aux professionnels qui rencontrent des personnes qui sont traumatisées, qui s'en rendent peut-être même pas compte non plus, et qui ne sont pas forcément outillés parce qu'ils connaissent pas bien, pour traiter avec ces symptômes-là. Donc en gros, voilà pourquoi j'avais envie de proposer ça. Donc c'est vraiment pour changer les points de vue qu'on a là-dessus. Parce que ça, on le dit dans Access Consciousness, mais pas que. C'est vraiment nos points de vue qui créent nos réalités. Et si on est dans un monde où on enferme les personnes qui ont vécu des traumatismes, qu'on les enferme dans « ça ne changera jamais », ou dans t'as qu'à le vouloir, et si tu ne changes pas, c'est de ta faute. Voilà, des choses comme ça n'aide pas du tout, et ça peut aussi donner des générations où le traumatisme, parce que ça, c'est aussi quelque chose qu'on parle pas tellement. Le traumatisme, il peut aussi se transmettre de génération en génération. Alors, on va peut-être en parler aujourd'hui. On aborde plus ça dans la formation qu'on va proposer. Mais c'est aussi des choses qu'on voit. Et donc, du coup, si on peut, c'est vraiment changer les choses et proposer aux personnes de retrouver du choix. Voilà, c'est choisir plus pour eux. Donc, voilà qui je suis. J'utilise aussi beaucoup, il y en a qui me connaissent déjà, hein, mais j'utilise aussi beaucoup. Donc, je me suis un peu éloignée de la psycho traditionnelle. Maintenant, je fais des ponts. J'utilise beaucoup tout ce qui est corporel, et j'utilise aussi beaucoup tout ce qui est hypnose, EMDR et les outils Access Consciousness. Donc, plein de choses, d'outils différents à chaque fois pour aider à modifier les croyances qu'on porte,
et vraiment sortir de la survie, parce que dans les stress post-trauma, on est beaucoup dans des questions de survie, tellement on peut avoir l'impression qu'on est en danger permanent, pour aller vers quelque chose de l'ordre de la vie, de qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie, qu'est-ce que je veux. Et ça aussi, on va voir que les personnes qui ont vécu des traumas, elles ne sont pas logées à la même enseigne. Elles sont moins capables à ce moment-là, quand elles sont dans les symptômes traumatiques, de s'orienter vers un futur qu'elles aimeraient bien. Donc voilà, pour la petite présentation. Donc si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, je l'ai déjà dit 1000 fois, mais je le répète. Et voilà, alors Lorraine, tu as envie qu'on commence comment? Moi, j'avais juste envie en fait, de poser la question aux personnes qui sont présentes ce soir. C'est qu'est-ce qui a fait que vous avez voulu participer aussi à cette soirée? Ouais. Donc, voilà, commencer comme ça. Peut-être qu'elle n'a pas envie de répondre. Je sais pas combien. Moi, je peux commencer. Hein. Vas-y. Donc, moi, c'est Stéphanie. Voilà. Merci déjà. Et moi, je suis très intéressée donc, par toutes ces choses. Souvent, comme on dit, on met pas de mots dessus, ça vient de notre enfance, on met ça dans les coins de notre tête. On occulte. Donc, ce sont des petits sujets vraiment très intéressants qui permettent de débloquer des choses. Je fais de l'Access aussi maintenant avec Caro. C'est elle qui m'a fait découvrir l'Access. Donc, ça ne fait que pour moi évoluer dans cette démarche, d'aller chercher toutes ces petites choses qui me permettent de m'ouvrir et de choisir et d'avancer avec les blocages qu'on a tous. Donc, voilà. En gros. Tout le monde n'est pas obligé de se présenter ou quoi, hein, évidemment, ni de dire pourquoi il est intéressé par ce call. Hein. C'est vraiment c'est une possibilité en tout cas que vous avez. Quelqu'un d'autre a envie? Oui, je vais bien présenter aussi. Stéphanie aussi. Voilà. Donc moi, c'est Stéphanie. Je suis intervenante sociale, donc je travaille comme éducatrice spécialisée, donc avec des personnes qui ont souvent vécu des traumas. Donc voilà, du coup, ça m'intéressait très fort, d'une part. D'autre part, je découvre l'Access aussi pour le moment. Cool. Donc, oui, c'est chouette. Donc, tu figes. Je me dis, tout était réuni pour participer. Tout était réuni pour participer à ce call-ci. Donc voilà, je me réjouis d'entendre ce qui va se dire et puis même de la suite, des 2 jours qui seront proposés par la suite parce que voilà, j'ai commencé même à en parler autour de moi, donc je me dis, voilà, je pense que ça peut vraiment intéresser plus d'une personne, que ce soit dans le milieu professionnel ou que ce soit dans le milieu privé. Donc voilà. Cool, merci. Merci, ouais. Merci. Quelqu'un d'autre a envie de dire quelque chose? Ou pas? Je prends ça pour un ou pas. Ok. On peut continuer alors. Comment est-ce qu'on fait? Est-ce que j'ai repris un peu en préparant ce call, j'ai repris un peu, j'ai pas envie de plomber, hein, mais c'est tellement un sujet de santé publique quasiment que je trouve qu'avoir certains chiffres, même si l'idée c'est pas de figer, c'est quand même, ça peut être intéressant pour le propos qu'on a. Et notamment, il y a c'est en Amérique qu'ils ont fait cette étude-là, mais il y en a plein d'autres. Sur 25 000 personnes, ils ont trouvé qu'il y avait quand même 28 de gens qui disaient avoir vécu des abus physiques, 21% des abus sexuels. Et ils ont montré aussi que plus il y a des traumas répétés dans l'enfance, donc c'est au niveau de la sévérité, plus il y a des risques de devenir obèse, de prendre des drogues, de devenir alcoolique et de suicide. Ils ont montré aussi qu'il y a 30% des SDF aux États-Unis qui sont des anciens combattants en stress post-traumatique. Ouais. Donc c'est énorme. Et il y a aussi plein de gens qui sont dans des problèmes en psychiatrie, par exemple,
qui ont des symptômes qui sont en fait des symptômes de stress post-traumatique, mais qu'on n'a pas diagnostiqués. Il y a aussi, et ça c'était intéressant pour les enfants, 50% des personnes, plus de 50%, donc c'est énorme, qui ont vécu des traumas infantiles sévères ont eu tous des problèmes d'apprentissage. Il n'y avait que 3% d'entre eux qui n'avaient pas eu de problème d'apprentissage scolaire. Donc du coup, ça donne aussi ça ne veut pas dire que tous les élèves qui ont des problèmes d'apprentissage scolaire ont vécu des traumatismes, mais ça veut dire que les profs peuvent aussi être attentifs à ce qui se joue dans les familles. Et ça, c'est sous-estimé souvent parce qu'on sait, là, on va parler plus de ce que c'est un traumatisme, hein, mais on sait quand même que quand il y a eu de la violence, quand par exemple il y a de la violence dans la famille, la violence conjugale, même si ce n'est pas directement sur l'enfant, ça l'impacte aussi, ça développe aussi des traumas. Et moi, quelque chose qui me touchait particulièrement quand je travaillais beaucoup dans ce domaine-là, c'est que on croit, souvent les parents à qui je parlais, ils me disaient oui, mais les petits ne se rendent pas compte. Et maintenant, on sait avec les recherches, etc., que plus l'enfant est petit, plus il est à risque d'être... il est tellement soumis, il n'a tellement pas de barrière qu'il est soumis et il est tellement conscient aussi qu'il est vraiment soumis à tout ce qui se joue autour de lui. Et qu'un enfant de moins de 2 ans qui a une mère qui se fait maltraiter, par exemple, l'impact est exactement le même que si on s'en prenait directement à lui. Physiquement, je veux dire. Donc, c'est quand même des choses très, très alarmantes, enfin pas alarmantes, mais qu'on ne connaît pas toujours, je trouve, même dans nos métiers. Il y a aussi différentes sortes peut-être qu'on peut parler des différentes sortes de traumatismes. Oui, c'est une bonne chose, oui. Parce qu'il n'y a pas que... il y a des traumatismes des traumatismes qu'on appelle ponctuels, donc ça arrive une fois, ou ça peut être un braquage, ça peut être des événements ponctuels. Et puis il y a des traumas plutôt, qui sont répétitifs. Donc ça, c'est plus une ambiance dans la famille, des abus répétés, des choses comme ça qui sont plus sur du long terme. Une ambiance de violence, par exemple, tout ça, c'est ce qu'on appelle des traumas répétitifs. Et il y a aussi ce qu'on appelle quand on dit trauma, on parle de situation. OK ? Il y a des situations, donc des traumas évidents, hein, la guerre, des choses comme ça, mais il y a aussi des traumas qu'on identifie moins comme des traumas. Ça peut être des séparations, ça peut être des ruptures, ça peut être des choses un peu qui ne sont pas définies comme des traumas qu'on connaît habituellement. Et ça, c'est vraiment important, on va en reparler aussi, parce que ça peut donner des symptômes de stress post-traumatique aussi. Oui. Ça peut être des périodes de vie qui sont en changement et du coup que l'enfant n'arrive pas à s'adapter. C'est pas forcément que l'enfant, c'est plus des situations, tu vois, des situations genre une chirurgie, ça peut être un événement traumatique, potentiellement traumatique, un accouchement, il y a un deuil aussi qui peut devenir traumatique. Il y a plein d'événements qui peuvent être traumatiques, qu'on sous-estime. Alors, ça ne veut pas dire qu'on doit se préserver de tout, mais ça veut dire qu'on peut être attentif à notre entourage, en tout cas, à ce qui se joue pour eux et pour nous aussi. Ouais. Il y a aussi des traumatismes, et ça concerne plus les intervenants. Je pointe Mademoiselle Stéphanie. C'est ce qu'on appelle le traumatisme vicariant, donc par imitation. Donc, par exemple, des personnes qui vont travailler beaucoup avec des personnes traumatisées ou qui vont être dans des situations où elles sont exposées à des situations choquantes ou potentiellement traumatiques, peuvent elles-mêmes développer des traumas. Donc, je pense notamment aux personnes qui travaillent dans la police, aux personnes pompiers, enfin, toutes ces approches-là, et
assistants sociaux, éducateurs, médecins, voilà, tout psy, tout ça, ça peut jouer. Et quand je travaillais à Parole d'enfant, on était forcément attentif à ça parce qu'à force, on entendait des témoignages tous les jours, on baignait dans cette thématique-là. Et du coup, on était quand même attentif à notre confort à nous et à trouver des ressources dans nos vies personnelles pour pouvoir ne pas développer des choses comme ça. Il y a aussi beaucoup de gens qui développent des burn-out parce qu'elles sont exposées à des situations qu'elles peuvent pas, à force, qu'elles peuvent plus gérer, quoi. Et quand je dis gérer, ça veut pas dire qu'elles sont faibles, parce que ça aussi, c'est une belle idée reçue qu'on a. Parce que je vois les posts en même temps des gens. C'est une belle idée reçue qu'on a aussi, c'est que si on développe un traumatisme, ça veut dire qu'on est faible, qu'on n'est pas fort. Et ça, je rencontre beaucoup ça dans des professions qu'on dit pas masculines, mais où il y a cette idée de il faut être fort. Ce qui n'est pas... c'est vraiment étonnant en fait, parce que les professions les plus à risque sont souvent aussi les professions où on va le moins être attentif à ce qui se joue à l'intérieur de soi. C'est quand même paradoxal. Hein. Et notre société n'aide pas pour ça. Moi, je disais, je crois que je l'ai dit dans une des vidéos, j'ai déjà reçu un monsieur il y a longtemps qui n'osait pas dire qu'il était choqué par une intervention et qui avait dû inventer qu'il avait mal au dos, par exemple. Des choses comme ça, parce qu'il était gêné de dire ça à ses collègues. Enfin, ça rajoute aussi à comment on va sortir des épreuves qui nous traversent. Si on a l'impression qu'on n'aurait pas dû réagir comme on a réagi, on va avoir tendance plus à se juger et à avoir honte ou des choses comme ça, et ça n'aide pas, quoi. Donc, je dévie un peu peut-être. Je lis un peu ce qui est mis. Ok. Un trauma ou des traumas dans l'enfance peuvent-ils nous rendre vulnérables ou influençables ou favoriser d'autres traumas plus tard? Ok, c'est une super question parce que effectivement, on n'est pas logés tous à la même enseigne face au trauma. Donc, d'abord, un trauma, c'est la situation qu'on vit. Ok? Et puis après, on peut développer ou pas un traumatisme. Alors, une situation trauma, c'est pas forcément une situation où la vie physique est en danger. Et ça, dans le DSM, donc j'imagine, je sais pas si tout le monde connaît le DSM, c'est vraiment c'est le manuel en anglais, je sais plus comment on dit, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder. Ils ont créé ça dans les années 50 pour essayer de rendre objectifs les soins. Et du coup, d'écrire toute une série de symptômes, etc., pour attester qu'on avait telle ou telle chose. Sauf que concernant le stress post-trauma, c'est très, très, très limité parce que pour eux, ça doit être un événement où la vie a été en danger. Or, comme on en parlait tout à l'heure, il y a des événements où la vie physique n'est pas en danger, mais où on se sent dans une telle détresse et une telle insécurité que ça peut développer un traumatisme. Donc, ça, c'est pour le DSM. Donc, c'est plus, en fait, on développe un trauma. C'est plus l'effet d'un événement qui va être traumatique ou pas. Et il y a des gens qui peuvent vivre des choses très, très stressantes, mais qui ne vont pas développer de traumatisme. Alors, effectivement, ça dépend. Pourquoi on développe ou pas un traumatisme? Ça dépend de plein de choses. Ça va dépendre de, effectivement, l'attachement qu'on a pu nouer quand on était petit. Si on a eu, et ça Boris Cyrulnik en parle beaucoup, beaucoup, si on a eu des parents aimants, une famille où, pas forcément une famille unie, mais en tout cas où il y avait des référents adultes qui pouvaient nous sécuriser, on a pu alors développer à l'intérieur de soi une sécurité intérieure qui va nous servir pour affronter les événements de la vie future. Si on n'a pas eu ça, on a tendance à développer un attachement plutôt insécurisé, et donc à être c'est pas plus fragile, mais moins en confiance pour dealer et pour gérer tout ce qui peut nous arriver après.
Par exemple, il y a des enfants qui ont vécu donc des traumas infantiles quand ils étaient enfants et qui ont appris très, très vite du coup, à se dissocier, qui ont vite utilisé des symptômes dissociatifs pour pouvoir survivre dans ces situations-là. Donc moi, je voyais ça beaucoup dans les enfants qui étaient victimes de violences conjugales, ou pour vivre pendant des années avec la peur, avec cette crainte, ils devaient apprendre à se couper d'une partie d'eux-mêmes parce que c'était pas possible à ce moment-là. Et donc, du coup, tous ces enfants-là, ils ont appris à se couper d'eux-mêmes. Et donc, effectivement, après, s'ils vivent des choses plus douloureuses, plus dramatiques, ils vont avoir peut-être, mais tout ça n'est pas forcément définitif non plus, ils vont avoir tendance à avoir moins accès à leurs émotions, à moins pouvoir percevoir ce qui se passe à l'intérieur d'eux et à être plus dans des jugements de je dois être ceci, je dois être cela, et se conformer à des rôles, quoi, à des croyances limitantes. Je ne sais pas si ça répond à la question. Il y a aussi que quand on vit des traumatismes, on peut aussi développer tout un tas de croyances sur soi, sur le monde. Et donc, du coup, tout ça, après, effectivement, ça peut nous rendre aussi plus vulnérables quand on vivra des choses, à développer des traumatismes. Parce que, par exemple, je cherche un exemple à donner. Si, par exemple, on vit, imaginons, je vis un trauma. Je développe l'idée que c'est de ma faute. Et ça, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, quand ils vivent une situation traumatique, qui vont aller dans ces pensées-là. C'est de ma faute parce que, ou je ne le mérite pas, ou tout ça. Évidemment que ces croyances-là, après, ça va favoriser le fait qu'on va vibrer à ce niveau-là et qu'on va aller attirer des situations ou des personnes qui vont correspondre à ça et juste valider ce qu'on croit déjà. Donc, si par exemple, je crois de moi que je ne vaux pas grand-chose et que je n'ai pas droit à être respectée, à votre avis, je vais aller plutôt trouver quelqu'un qui est contributif à ma vie ou quelqu'un qui va avoir tendance à me maltraiter? Je vais plutôt aller vers des gens qui confirment mes croyances. Donc, en ça, oui, les traumas dans l'enfance peuvent nous rendre plus vulnérables et influençables à vivre dans la manière dont on va gérer des traumatismes futurs. Maintenant, ce n'est pas forcément définitif. Hein. J'ai rencontré aussi des enfants qui développaient, parce qu'ils étaient aussi aidés et qui avaient des adultes autour d'eux qui accompagnaient, qui ont transcendé ce trauma-là, et donc là, ça devient plus fort. Donc il y a ça aussi, il y a comment ce qu'on vit, et ce qu'on fait de ce qu'on vit en fait, qui compte. Moins ce qu'on vit. On peut pas éviter les événements potentiellement traumatiques. Ça fait partie, c'est la vie. Par contre, on n'est pas obligé de développer un stress post-trauma. Ça va ? C'est peut-être aussi la capacité d'arrêter de se juger comme étant la victime d'un trauma et de redevenir un acteur, peut-être. Ouais. Là, tu pointes un truc aussi super important, c'est l'identité qu'on se donne, les définitions qu'on se donne. Si on grandit avec, ou quand on vit quelque chose, qu'on est convaincu qu'on est une victime, et ça, la société l'appuie très très fort, ce qui est peut-être pas mal au début pour être dans une forme de reconnaissance, hein. Mais souvent, ça fige en fait. Ça fige parce que personne n'a envie d'être une victime. Tout le monde a envie, enfin tout le monde, je sais pas, mais en tout cas, la plupart des gens ont envie d'être acteurs de leur vie. Et quand on les fige dans une cloche comme ça de t'es une victime, ça les empêche de choisir pour eux. Et du coup, il y en a aussi qui vont parce qu'il n'y a pas eu de reconnaissance ou que la justice n'a pas reconnu, qui vont passer leur vie, et j'en connais,
à être dans cette identité de victime et surtout à pas aller mieux, comme pour dire, comme une sorte de mémoire. Si je commence à aller bien, alors ça voudra dire que c'était pas grave ce qui a été fait. Il y a un truc comme ça parfois qui se joue, qui fige aussi les gens. Et il y a aussi des bénéfices secondaires à être victime. Hein. Ça, il y a des gens qui peuvent utiliser ça, pas forcément de manière consciente, hein, mais si c'est le seul moyen pour eux d'attirer l'attention ou de recevoir quelque chose, ben, peut-être qu'ils vont choisir d'utiliser ça. Vous en connaissez tous autour de vous, j'imagine. Mais voilà, il y a encore d'autres questions. Un traumatisé a-t-il plus de risques de devenir traumatisant inconsciemment? Ça peut arriver. C'est aussi une idée reçue qui enferme. Moi, je rencontrais beaucoup quand je travaillais surtout dans tout ce qui est abus sexuels et violence aussi. Je rencontrais des mamans qui étaient victimes de violences conjugales, hein, par exemple, qui avaient des enfants, par exemple un petit garçon ou une petite fille, et qui projetaient sur cet enfant-là leur propre vécu, donc qui soit avaient super peur pour leur enfant qui devienne victime, qui vivent aussi des choses comme ça, ou qui commencent à interpréter, par exemple, si le petit gamin commençait à être un peu agressif à l'école, ça devenait, il va être violent comme son père. Et ça, c'est ce genre de truc-là, ça peut venir mettre cette identité-là dans l'enfant qui va se conformer comme ça. Et donc devenir à son tour un agresseur. Dans les abus sexuels, il y avait cette crainte et quasiment une conviction que c'était comme une maladie qui se transmettait. Et là, on est plus dans des choses de l'ordre de la transmission transgénérationnelle du traumatisme. Alors, souvent, ce qu'on voit, c'est que quand il y a des personnes qui choisissent parce que c'est quand même toujours un choix, qui choisissent par exemple, ils ont été abusés et ils deviennent eux-mêmes abuseurs. Souvent, c'est comme une tentative pour aller décharger l'énergie qui n'a pas pu être déchargée à ce moment, enfin pas à ce moment-là, mais qui a maintenu le traumatisme en place. Donc ils veulent, c'est un moyen de garder le contrôle aussi. Et là, je caricature, hein. C'est beaucoup plus complexe que ça, mais il y a quand même aussi toujours le choix. Il y a aussi plein de gens, et ça j'en connais, des parents ou même des enfants qui ont vécu des trucs vraiment difficiles, que ce soit de l'abus ou autre, et qui ont justement pas développé ça, qui ont justement développé quelque chose de l'ordre de la bienveillance et cette capacité de prendre soin de l'autre, alors qu'eux-mêmes n'ont pas reçu ça. Et ça, voilà, donc il n'y a rien d'inéluctable. Moi, ce qu'on voyait au Québec, d'ailleurs, c'était un peu leur défense à tous. Tous, ils disaient « Oui, mais c'est parce que j'ai été abusée dans l'enfance. » Donc ça, c'est vraiment une justification qu'ils utilisent pour choisir ce qu'ils choisissent. Et dans la société, il y a beaucoup cette crainte-là chez les parents qui ont des enfants qui vivent des agressions sexuelles, par exemple. Il y avait beaucoup cette crainte qu'ils reproduisent quelque chose ou qu'ils deviennent... Enfin, voilà. Alors que non, en fait, ce qu'on voit, c'est quand l'enfant, quelle que soit la situation traumatique, peut être entouré, dont la parole peut être entendue et que le traumatisme peut être, c'est pas soigné, mais peut être transformé, ça ne se répète pas, ni dans les générations futures. Ce qu'on voit dans les familles où il y a des thématiques qui se rejouent de génération en génération, vous avez peut-être vu ça, ou dans vos familles, ou dans les familles que vous rencontrez. Quand ça se rejoue, c'est souvent que ça n'a pas été... c'est comme si tout ce qui n'a pas été traité à une génération, c'est la génération en dessous qui va devoir se la taper, quoi, en gros. Donc, c'est aussi pour ça, moi, que j'encourage les gens qui ont des traumatismes, qui ont vécu des trucs dramatiques, s'ils ne le font pas pour eux, qu'ils le fassent pour les générations en dessous, quoi, aussi. Alors, souvent, et je dis ça parce que souvent, il y a beaucoup de gens qui ont des traumatismes et qui ont peur, évidemment, d'aller se faire suivre ou d'aller être accompagnés parce que
il y a aussi ce truc de cette idée que si je reparle de tout mon passé, ça va aller. Et ça, c'est beaucoup dans notre culture aussi. Tout est tourné autour de la parole. Mais ce qu'on voit, c'est que oui, la parole est importante, évidemment, mais c'est plutôt la mise en récit. C'est plutôt qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on se raconte autour de ce qu'on a vécu. C'est ça qui va être important. Et c'est aussi pour ça, moi, que je développe beaucoup les approches corporelles, parce que c'est vraiment le corps, c'est un outil qu'on sous-estime et qu'on sous-utilise, mais c'est dingue, quoi. Alors que le corps, il est vraiment conscient, et que même tous les symptômes qu'il met en place, ça peut-être qu'on va en parler aussi, tiens, tous les symptômes qu'il met en place, c'est à chaque fois pour préserver c'est de la biologie, quoi. C'est vraiment pour préserver ce qui se passe à l'intérieur et pour pas que ce soit, pour pas que la vie soit en danger. C'est ça le boulot enfin le boulot. C'est ça le boulot de notre corps, tout ce qu'il met en place comme symptômes, c'est à chaque fois pour la survie. Et donc, du coup, je le dis à chaque fois, et je vous le dis, et je le dis à toutes les personnes qui ont vécu des traumas et qui sont dans des symptômes comme ça. Si vous êtes là, votre système inconscient, votre corps a bien fonctionné, il a bien fait son boulot. Vous êtes là. Et ça, souvent, c'est quelque chose qui n'est pas évident pour les personnes qui ont vécu des trucs difficiles. C'est pas évident de reconnaître ça parce qu'ils ont appris à plus faire confiance à leur corps, à se juger. Parce que quand on passe des années de cauchemar ou des années d'hypervigilance où on est tout le temps à l'affût et on est tout le temps en mode alarme, ben c'est difficile d'être doux avec son corps et de se dire « Oh, merci petit corps pour ce que tu me montres. » C'est juste « Putain, ça me fait chier de sentir ça. » Et les gens, ils vont vouloir juste anesthésier ça. Donc, ils vont prendre des anxiolytiques, ils vont prendre... voilà. Et il y a aussi beaucoup, pas tous heureusement, mais il y a aussi beaucoup de psychiatres ou de médecins qui vont croire que les médicaments, c'est une thérapie en soi et que ça soigne en soi. Donc, peut-être ça aide, mais ça va à l'encontre de ce que le corps met en place. C'est souvent, pas toujours, mais c'est souvent comme mettre un couvercle sur une casserole en ébullition. Je me rends compte que quand je réponds aux questions, je pars un peu... Bon, alors, il faudra me s'habituer parce que je suis un peu comme ça. Pas trop linéaire. Lorraine et Ludivine, mes deux garantes, vous me dites si je pars trop dans non, c'est cool. Jusque-là, c'est cool. Tout va bien. Est-ce que vous aurez envie... Est-ce qu'il y a d'autres questions ou des réflexions ou des choses Alors là, il y a une nouvelle question. C'est un traumatisé a-t-il plus de risques de devenir traumatisant inconsciemment? C'est un peu ce que tu as répondu. Je répondais à ça, en fait. Audrey, je ne sais pas si ça répond à ta question. Non, parce qu'il y a eu deux questions qui se rapprochaient. Oui. Ouais. Et donc, peut-être... Ah oui, je voulais... Ok, super. Peut-être qu'on pourrait aussi parler de ce qui se passe en fait quand on vit une situation de trauma. Donc, est-ce que c'est clair pour vous que trauma, c'est l'événement qu'on vit et que traumatisme, c'est comment on va réagir à cet événement-là? Et là, dans comment on réagit à cet événement-là, c'est là que le stress post-traumatique, les symptômes et tout ça peuvent apparaître. Ok? Et évidemment, quand je dis stress post-trauma, c'est un continuum. Hein. Il y a des personnes qui sont en stress post-trauma plus, et puis il y en a moins, mais qui développent quand même des symptômes en lien. C'est pour ça que c'est pas noir ou blanc, quoi. La question, oui. Alors, c'est qu'est-ce qui fait qu'on reconnaît une personne qui a un trauma, en fait? Ça se voit sur sa tête. Non, c'est pas vrai. Non. En fait, maintenant, ça pose la question du diagnostic. Enfin, pas du diagnostic, j'aime plus ces mots-là, mais
en fait, les gens, ils se reconnaissent là-dedans. Souvent, quand par exemple, quelqu'un est en hyper-vigilance tout le temps, et tout le temps en mode alerte, ben voilà, ça peut être que c'est quelque chose qui a été appris et c'est son système nerveux autonome, disons, hein, qui dysfonctionne. Parce que, en fait, on n'est pas fait pour être stressé tout le temps, pour faire des cauchemars tout le temps ou pour avoir des choses qui remontent tout le temps. Ça aussi, par exemple, des gens qui ont des symptômes en fait qu'on retrouve dans les traumatismes, c'est notamment il y a beaucoup des flashbacks comme ça ou des choses qui vont venir, des choses qu'on vit, qu'on identifie dans la vie autour de nous, qui vont servir de stimulus et qui vont déclencher des symptômes traumatiques. Donc par exemple, si je cherche encore un exemple, enfin j'en prends dans ma petite liste de personnes que je connais. Si par exemple j'ai vécu on va dire une agression, ok, une agression pendant que je faisais du jogging et que j'ai été violée. J'en connais à qui ça s'est arrivé et que je traite ça, etc., que ça m'est arrivé il y a 20 ans, par exemple, ça se peut que quand je vois quelqu'un qui court ou quand moi je me remets à courir, mon corps tout de suite, il a cette mémoire-là et il va être en mode alerte. Alors en soi, le jogging n'est pas dangereux, on est bien d'accord, mais c'est vraiment tout ce que l'inconscient identifie comme qui va redéclencher l'alarme. Et le trauma, en fait, le traumatisme, c'est vraiment ça. C'est un jour, il y a eu des voleurs dans votre maison, l'alarme s'est déclenchée correctement, et puis les voleurs sont partis, donc l'événement est fini. Mais dès qu'il y a un chat qui passe dans la rue, ben, votre alarme, elle se déclenche sans cesse. C'est un peu ça, en fait, le traumatisme. C'est que la personne est tout le temps avec l'idée qu'un danger va arriver. Et donc, d'autres symptômes qu'on peut retrouver chez les gens, c'est des flashbacks, par exemple. Donc, c'est comme si d'un coup, on est replongé dans l'événement, alors que c'est un événement qui est déjà passé, mais c'est comme si c'est toujours du présent qui arrive. Même si l'événement est passé, on le revit sur un mode tellement présent que c'est même pas un souvenir qui revient, qui a été travaillé, c'est comme si on replonge dedans. Et ça, c'est absolument terrifiant pour les personnes qui ont vécu des traumatismes, parce que c'est vraiment comme si c'est une boucle qui se rejoue sans cesse. Et donc, du coup, ça aussi, c'est un truc dont on parlera à la formation. Du coup, les thérapies où les gens qui ont la croyance qu'on doit absolument parler du trauma, oui et non, en fait, parce que quand on parle du trauma, il y a quand même un risque à certains niveaux de retraumatiser, de reconnecter trop la personne à ce truc qui n'est pas traité, en fait, cet événement qui n'a pas été traité, en gros. Est-ce que ça répond à la question, Lorraine? Oui. Oui, je pense que oui. Ok. Ah oui, tu vois, Fabienne, elle met les portes qui claquent à répétition, c'est déclencheur pour moi. Oui, ça se peut. Et ça peut être aussi, je me souviens, il y avait un ado qui me racontait que il avait grandi dans une famille violente et son père, il se souvenait qu'il mangeait des spaghettis et que son père le regardait et qu'il savait qu'il allait recevoir des coups. Ben évidemment, enfin évidemment, non pas évidemment, mais après, pour lui, c'était très difficile de soutenir le regard de quelqu'un, par exemple. Ou même en mangeant des spaghettis, ça pouvait déclencher des choses. Donc on ne sait jamais, quand on rencontre des gens, ce qui peut être déclencheur. Et c'est pas comme intervenant, on doit être attentif à ça quand même.
Alors, c'est pas de notre faute s'il y a quelque chose qui est redéclenché, mais ça peut être vraiment l'occasion aussi pour les personnes qui sont en trauma de se dire, ah tiens, là, j'ai été rallumée. Il y a mon système d'alarme qui a sonné. Donc, c'est vraiment l'idée, c'est de commencer c'est pas s'auto-observer avec le mental, c'est plus à voir comment notre physiologie fonctionne pour qu'elle soit rallumée comme ça sans cesse quand on est dans des symptômes de stress post-trauma. Donc, c'est vraiment utiliser au lieu d'aller dans les émotions, etc., comme on fait souvent, c'est d'aller utiliser vraiment la sensation et ce qui se passe dans le corps. Alors, le problème, souvent, c'est que quand on est rallumé, donc il y a un stimulus qui vient nous rallumer parce qu'on a vécu des trucs traumatiques, des choses traumatiques, ce qu'on va faire, c'est automatiquement, on va sentir quelque chose corporellement, mais on va aller tout de suite dans l'émotionnel ou dans identifier quelque chose qui a déclenché alors que c'est peut-être même pas ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on va lier l'émotion et la sensation. Et donc, du coup, on a juste envie, quand on est là-dedans, de mettre un couvercle. Donc, tout l'intérêt du corps, enfin du travail avec le corps, c'est d'amener la personne à cette connaissance du corps pour être dans la sensation, mais sans être dans l'émotionnel, la terreur ou des choses comme ça. Parce que c'est ça qu'elle peut apprendre en tout cas, c'est devenir actrice, aider son système interne à éteindre cette alarme-là. C'est ça vraiment tout l'enjeu de sortir du trauma. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est clair ou pas? Oui. Là, il y a une question d'Audrey qui est « Et si X années plus tard, on se rendait compte que faire du jogging nous procurait du plaisir? Un deuxième trauma ou trauma initial ?» Alors, qu'est-ce que tu veux dire, Audrey, par là? Je pense que du coup, comment le cerveau il arrive à traiter l'information s'il y a un trauma qui associe le jogging, donc du coup, à un acte traumatique, ouais. enfin, que le jogging pouvait amener à un acte traumatique, alors que là, la personne, elle prend du plaisir quand elle fait du jogging. Au contraire, peut-être que c'est juste une nouvelle manière de réécrire l'histoire, quoi. Oui, c'est pas parce qu'on vit, tout ne va pas être stimulus. Donc c'est pas parce que, là je donnais un exemple comme ça, mais c'est pas parce que l'inconscient en fait, il va dans le moment du trauma, donc quand ça se passe, il va enregistrer absolument tout ce qui se passe autour pour donner la meilleure réponse biologique possible. Ok? Alors à partir de là, il a tout enregistré, on n'y a pas forcément accès consciemment. Ça ne veut pas dire que tout va être stimulus. Ça ne veut pas dire que tout va redéclencher. Ça peut être dans certains domaines de nos vies. Ça peut être éteint pendant des années et puis se réveiller pour certaines choses. D'ailleurs, peut-être que si on sort un peu du traumatisme et des stress post-traumatiques vraiment lourds, on connaît tous ces symptômes-là, hein. Les symptômes un peu de se dissocier, d'être un peu spectateur des choses, le fait d'être rallumé comme ça, de se sentir un peu insécurisé, de se sentir en hypervigilance, c'est des choses qu'on connaît tous. C'est juste qu'il y a parfois un degré qui est tellement plus que ça invalide enfin pas invalider, mais ça handicape les gens dans ce qu'ils veulent créer. Et ça ne leur permet pas de choisir ce qu'ils ont envie de faire. Mais je m'éloigne. Non, mais c'est ça. Moi, ce qui me vient, c'est que en fait, la personne a créé un traumatisme à partir du moment où, quelque part, pour son être, c'est trop fort et qu'elle n'arrive pas à traiter l'information, qu'elle n'arrive pas à se... émotionnellement, en fait, la personne est envahie par son vécu, ouais. et du coup, le cerveau, il ne peut pas le traiter, quoi. C'est exactement ça, il y a un truc. Et ça, c'est plus des notions de neurobiologie, etc. Et c'est super intéressant d'aller regarder ce qui se passe dans le cerveau à ce moment-là.
parce qu'on voit qu'effectivement, il y a pendant le moment traumatique, donc l'événement, il y a une énergie de ouf qui est mobilisée pour vraiment passer à l'action, donc fuir, combattre, ou quand c'est pas possible, figer. Et puis après, normalement, et ça chez les animaux, ça se passe naturellement. Les animaux, ils développent pas tellement de stress post-traumatique parce que ils ont cette capacité de. Enfin, nous, on l'a aussi en fait, mais une fois que l'événement trauma est fini, ils relâchent l'énergie. D'ailleurs, je sais plus qui me disait que il avait vu une biche passer devant sa voiture et que la biche était partie. Donc, il y a eu un événement traumatique pour la biche, par exemple. Après, il avait entendu crier. Et moi, je savais même pas que les biches criaient. Mais ça peut être aussi des animaux qui se mettent à trembler. Enfin, voilà. Et ça, on a aussi ces réactions-là, nous, d'une manière naturelle. Mais le problème qu'il y a, et c'est exactement ça que tu dis, hein, Lorraine, c'est que le problème qu'il y a, c'est que après, notre néocortex, donc c'est notre cerveau rationnel, va réanalyser tout ça et va vraiment mettre en place des choses pour bloquer toute cette énergie-là parce qu'on a peur d'être reconnecté à ce qui a fait la situation traumatique. C'est clair ou pas? Ok. Et donc, du coup, voilà, c'est ça que c'est vachement intéressant d'aller se plonger. En tout cas, moi, j'adore ça. Se plonger dans les, les PET scans qu'ils font sur des cerveaux de personnes qui sont traumatisées ou pas, parce qu'on voit que le cerveau fonctionne d'une manière toute différente. Et ça aide, ça ne fige pas, hein, mais c'est parce que c'est résorbable. Ça, c'est super important. Il y a vraiment moyen de changer, de modifier le fonctionnement du cerveau. C'est pas définitif. Mais effectivement, il y a ce truc que le traumatisme, c'est vraiment comme une réponse biologique qui a été empêchée. C'est vraiment ça. Donc, toute l'idée, et là on va peut-être parler des formations, toute l'idée, c'est vraiment pour les professionnels ou ceux qui sont intéressés, c'est vraiment d'avoir plus de connaissances de ça, de comment ça se passe dans le corps, pour pouvoir informer les gens ou pour pouvoir juste être aussi plus à l'aise quand on travaille avec des personnes traumatisées. Ou alors plus à l'aise avec soi pour pouvoir se gérer soi. Donc, c'est 2 jours qu'on va proposer, 2 jours pour les professionnels ou qui veut. Donc, c'est pas tellement plus théorique, mais c'est pas tellement sur les traumatismes personnels. Et on va aussi proposer 3 jours. Là, c'est plus pour les personnes qui ont vécu le trauma, pour vraiment avoir aussi cette connaissance-là de comment leur corps fonctionne, mais en plus avoir des outils qu'ils peuvent utiliser eux-mêmes pour être vraiment plus autonomes dans comment ils reprennent les rênes de leur système nerveux autonome, si je peux dire. Et donc, du coup, choisir plus. Alors, ça ne veut pas dire que tout sera résolu en 3 jours, hein, mais c'est vraiment l'idée d'outiller les gens. Il y aura des séances access bar, puisque le corps est super important. Il y aura des balayages access, parce que moi, j'adore ça. Et il y aura aussi de l'hypnose, il y aura le corps, du mouvement. Enfin, il y aura plein de choses qui vont de l'auto-hypnose. Donc, vous pourrez apprendre aussi à réutiliser tout ça chez vous. Et voilà, donc c'est un groupe qui sera limité, hein, parce que c'est quand même plus... Je veux dire, c'est un accompagnement. Nous, on sera là pour vous accompagner là-dedans. Et donc, le groupe est limité à 15 personnes. Il aura lieu, donc ça c'est pour plus la formation de 3 jours, plus personnelle. Et la formation de 2 jours, c'est plus professionnel. Donc ça, est-ce qu'il y a d'autres infos à dire là-dessus? Non, je crois pas. Les dates? Ouais, c'est ça que je cherche. Ouais. Donc les dates. En Belgique. Ah oui. Ludivine du côté Oui, de la vas-y, je t'en prie. Alors, oui. En Belgique, c'est le 27 et le 28 janvier pour la formation pour les professionnels. Ce sera, au niveau du prix, ce sera 300 €. Et le 21, 22, 23 février
pour, on va dire, la formation plus personnelle. Et là, ce sera 450. Voilà. Et pour les dates en France, donc ça se fera sur Toulouse. Donc pour la formation professionnelle, ça sera le 24 et le 25 mars. Et pour la formation personnelle, du 27 au 29 mars. Voilà. Et là, ce sera 1 000 €. T'es coquine. Non, c'est le même prix que ce soit en Belgique et en France, évidemment. Quelle bête blague. Ok, alors je voulais juste aussi, parce que en fait, je me suis rendu compte que moi, je suis habituée de parler de tout ça et voilà, c'est un thème que j'aime bien. Je trouve ça fascinant. Mais je vois que même, j'ai vu ça en fait quand j'ai travaillé avec des personnes qui allaient être facilitateurs de danse, que rien que même de parler de manière théorique, ça ravivait des choses chez eux. Et donc, du coup, voilà, si ça ravive des choses chez chacun, chez les personnes qui nous écoutent, simplement, c'est aussi l'occasion pour vous juste d'avoir un peu de douceur pour vous et de voir que s'il y a quelque chose qui est rallumé, c'est peut-être aussi l'occasion de prendre conscience de ça. Parce en fait, on ne peut pas changer ce dont on n'a pas conscience. Donc, quand il y a des choses qui remontent, juste notez-le et juste se dire, ah, ok, super, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de monter que je vais pouvoir changer si je choisis ça. Voilà. Et puis, choisir de vous faire accompagner ou pas. Vous pouvez nous contacter si vous êtes en Belgique. Il y a des thérapeutes qui travaillent dans le trauma. Il y a d'autres personnes. Et il n'y a pas forcément besoin de travailler dans le trauma. Hein. Il y a des gens qui sont très vraiment géniaux et qui font plein de trucs, qui ont plein d'outils pour aider à, j'ai envie de dire grandir, parce qu'on grandit toujours, pour être plus conscient et changer des choses dans la vie. Oui, puis avoir aussi une vie qui a plus de saveur aussi, quelque part. C'est ça, c'est de s'ouvrir au champ des possibles, de se dire que la vie, elle peut être différente, quoi. Même s'il y a eu des événements difficiles, que voilà, on peut la créer vraiment comme on le souhaite. Ouais, c'est ça, c'est de retrouver aussi ce côté-là, de se dire, ouais, on est vraiment créateur, quoi. Mais c'est important. C'est vraiment, ce que tu dis, Lorraine, c'est vraiment... c'était ça toute l'idée qu'on a de ces formations-là et même de ce call, c'est pas de plomber et de parler du trauma et que ça ravive plein de choses. L'idée, c'est vraiment d'amener plus de légèreté avec ça. Ouais. Et quelque part de savoir aussi, parce que c'est vrai que quand on approfondit, on se rend compte que le corps, il a plein de ressources et que au final, la vie, elle est bien faite, quoi. Il y a une intelligence vraiment qui gouverne tout ça, quoi. Et c'est bien et que voilà, on peut relâcher, quoi. En gros, hein, c'est ça, c'est se dire waouh, on peut vraiment tout relâcher. Parce que ça se passe par... En fait, ce qui est important et intéressant aussi dans ton approche, c'est que tu travailles avec l'énergie, quoi. Et c'est bien, c'est vraiment ça, moi, qui me plaît aussi. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et voilà, je trouve que c'est bien d'en parler, vraiment de parler de ce côté que l'énergie peut permettre d'avancer beaucoup plus vite dans notre vie et voilà, de ressentir les choses, et avoir la sincérité en fait avec soi-même et de Calé. T'as calé, Lorraine. Dire ce qui s'est figé. T'as figé, Lorraine. Alors oui, je sais pas du coup ce que vous avez entendu. Ben oui, c'était que de ce que tu me dis si c'est ça que tu voulais dire, hein, de pas être de prendre ce qui est et puis de partir de là pour construire
pour poser des questions, en fait. Ça, c'est plus access, mais d'être dans qu'est-ce que j'ai envie de créer là-dessus? Comment je peux faire? Qu'est-ce que je peux changer? Et on peut vraiment tout changer. Et aussi, ce que j'ai envie de rajouter, c'est que ça commence par la relation qu'on a avec soi-même. Tout à fait. Parce que si on n'arrive pas à rentrer en connexion avec soi-même, par exemple, si on est en état de stress, et bien, quelque part, ben voilà, on va avoir ces situations parfois d'évitement ou de se figer et tout ça. Et quelque part, on ne peut pas vivre complètement le truc, quoi. Mais on est moins. C'est comme si, du coup, quand on est en stress, moi je différencie stress habituel, les stress de vie, du stress post-trauma évidemment, mais quand on est en stress chronique comme ça, l'espace à partir duquel on fait nos choix est très dépendant de cet état interne qui est rallumé. Et donc, du coup, on fait effectivement des choix d'évitement ou des choix de peur. Et ça, c'est pas forcément... Enfin, ça crée des choses, mais ça crée pas forcément ce qu'on a envie de créer réellement. Donc, du coup, voilà. Ouais, c'est tout à fait ça. On va peut-être laisser les gens aller finir leur soirée. Ludivine, tu veux conclure? Tu veux conclure? Je veux conclure. C'est une proposition. Moi, je me réjouis de tout ça. Je me réjouis de cette création commune. Ouais. Je me réjouis de participer à ça. Voilà. Je me réjouis qu'il y ait plein de gens qui soient là. Je sens qu'il y aura plein de gens. Plein. Et voilà. Donc, du coup, ce qu'on va faire concrètement, c'est qu'on va lancer mais déjà, si on a vos adresses mail, on va vous envoyer par mail les plus descriptifs de chaque formation. Voilà, donc vous serez informés de tout ça. Et si vous avez envie de le partager ou d'y participer, évidemment, vous êtes les bienvenus. Et je vous remercie tous et toutes et tout le monde. Enfin, je sais pas si je vais Tous les êtres. d'avoir eu ce courage un dimanche soir de venir sur un call pour parler du trauma. Parce que c'est pas forcément un thème qui est invitant. C'est plutôt quelque chose qu'on n'a pas toujours envie de regarder. Et donc, voilà, je vous remercie tous. Et voilà. À très vite. Aussi autre chose. Oui. Je voulais juste vous encourager ce soir quand vous allez dormir à mettre une main sur votre corps, où vous voulez sur votre corps d'ailleurs, juste à être dans de lui dire merci, d'être dans cette douceur-là de waouh, désolée, je te juge tout le temps, mais merci d'être là pour moi, vraiment, parce que ça peut aussi changer plein de choses, ça. Voilà. Bon, ben, merci beaucoup, Caroline. Merci beaucoup à vous tous. Merci Lorraine, merci Ludivine. Merci tout le monde. Salut, salut. Au revoir. À bientôt pour de prochaines aventures. Bisous. Bisous, bisous. Alors, je coupe l'enregistrement.